Voilà, pardon, désolé Tristan. On va partir en fait du dernier rapport de l'EASA 2023 qui, au niveau sécurité, est arrivé en fait à la conclusion que les collisions en vol sont la troisième source d'accidents fatals en ULM et en aviation générale. Et en fait, dans ce rapport, on identifie qu'il y a trois risques réellement ou trois facteurs aggravants pour se retrouver avec une collision en vol. La première, c'est quand on vole à basse altitude en classe G, moins de 2000 pieds. Ça semble assez logique. On est nombreux. Beaucoup n'ont pas de système électronique. Il y a des paramoteurs, des parapentistes, des pendulaires, des gyros, il y a tout ce qu'on veut. La deuxième cause, c'est le survol de sites touristiques. Et c'est logique, puisqu'il y a une convergence en fait vers les endroits. Et donc, ben voilà, on est limité. Et la troisième, c'est en approche d'aérodrome. Surtout si c'est un aérodrome où on n'a jamais été. Donc, tourner en base et couper la route à quelqu'un parce qu'on n'a pas la notion de la largeur du circuit et ce genre de choses, c'est typiquement en fait le genre de scénario qui s'y prête. Alors donc, on pourrait se dire, bah, il existe des systèmes électroniques, on a des transpondeurs parfois, on a des choses comme ça. Et là, tout le paradoxe, en fait, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de standard qui est imposé. Et il existe en fait quasiment autant de systèmes électroniques que de systèmes ou que de communautés. Vous avez peut-être entendu parler de l'ADSB. L'ADSB, c'est un standard ICAO qui est utilisé par l'aviation commerciale et l'aviation générale utilise aussi de l'ADSB, mais en Europe, moins de 10% de l'aviation générale est équipée en ADSB et dans le monde de l'ULM, notamment les trois axes, c'est encore moins. Donc en gros, en ADSB, il n'y a pas grand monde dans nos classes de vol. On a d'autres protocoles, on a le FLARM, donc ça c'est pour les planeurs. Les planeurs se sont équipés. Il y a 95% des pilotes planeurs qui sont équipés en FLARM et eux se voient, c'est super. Mais s'il y a un avion, un ULM 3 axes qui se trouve qu'il est équipé en ADSB out et qui croise un planeur, l'ADSB, ça ne parle pas le langage de FLARM, le FLARM ne parle pas le langage de l'ADSB, ils ne se voient pas. C'est idiot. Mais alors on peut rajouter des couches comme ça. Les paramoteurs, on utilise régulièrement une autre technologie radio qui s'appelle le FANET. Quand les Anglais viennent nous rendre visite au Touquet, ils arrivent avec un système qui s'appelle Pilot Aware. Pilot Aware ne parle pas la langue du FANET, ne parle pas la langue du FLARM et vice-versa. Et puis, on a aussi des protocoles exotiques qui... Pardon? C'est les joies de l'Europe, exactement. Aux États-Unis, c'est plus simple. Dans toutes les classes contrôlées, ADSB obligatoire, point barre. Nous, c'est pas ça. Donc, il y a une quinzaine de protocoles radio qui sont en utilisation aujourd'hui. Il n'y en a pas un système qui parle avec l'autre. Donc, c'est un vrai bazar. Donc, nous, en fait, oui. Alors, SafeSky, techniquement, Dans le micro. SafeSky, techniquement, marche aux États-Unis, mais on n'est pas présent. En fait, notre solution est présente en Europe, Europe large, 40 pays en Europe, parce que c'est véritablement là où il y a la problématique. Donc, chez SafeSky, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on devrait simplement simplifier la technologie. On n'a pas envie de rentrer dans les débats, de dire la DSB, c'est mieux que le FLARM, tout le monde devrait acheter un système qui s'appelle ceci, cela. Je suis pilote comme vous, donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser un ensemble de partenaires qui ont des stations au sol, qui récupèrent en fait tous ces signaux radio, et on les met en fait sur un serveur, et on utilise tout simplement une application mobile pour pouvoir les voir. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, il y a des pilotes ou des classes de vol qui n'ont juste rien. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser simplement son téléphone mobile ou sa tablette pour envoyer sa position, un peu comme on fait avec Waze, par exemple, et recevoir le trafic, en fait, des autres. Alors, je vais vous montrer. Je vais lancer SafeSky. Donc, ici, on est en train de voir une vue live du trafic. Et on distingue deux types de trafic par couleur. Il y a des trafics bleus et des trafics noirs. Donc, les trafics bleus, si je clique dessus, sur le gyro qui est ici, eh bien, en fait, on voit que c'est un trafic qui utilise l'application SafeSky. On voit sa vitesse, son altitude. Il est à 4950 pieds. Et donc, soit il vient, soit il part de Blois, parce que sur les 600 appareils qui étaient attendus ce week-end, tous ont eu la recommandation en fait, d'utiliser SafeSky aux entrées et aux arrivées. Et donc, tous les trafics bleus, ici, on a des paramoteurs, des parapentistes. Ici, on a un ULM 3 axes qui est à 3100 pieds. Ici, on a un parapente à 1400. Et donc, tous les trafics bleus, c'est des trafics qui utilisent uniquement leur téléphone ou leur tablette et rien d'autre pour envoyer leur position et voir. Et ensuite, on a des trafics en noir. Donc, si je clique par exemple sur celui-ci, eh bien, celui-ci, il a une source inconnue. Alors, on va en choisir un autre. Celui-ci, il utilise un transpondeur ADSB. L'hélicoptère qui est ici, un hélicoptère d'aviation civile, le SAMU, il est en mode inconnu, mais on le reçoit. Et donc, on se retrouve en fait
avec une agrégation de tous les types de trafic. Je vais aller dans les Alpes. Ici, on a un parapentiste qui, lui, utilise un logiciel qui s'appelle XC-Track. Si on cherche des planeurs, alors je ne sais pas comment sont les conditions de vol dans les Alpes aujourd'hui. Est-ce que je vais trouver un planeur? Il n'y a pas grand-chose à cette heure-ci. Bon, bah, si j'avais chopé un planeur, il y avait de fortes chances qu'il soit en flarme. Bon, j'en trouve pas, c'est pas grave. Mais donc, l'idée, en fait, on est tous pilotes, on s'en fout de savoir que le mec, il est un flarme, un ADSB, n'importe quoi. L'idée, c'est qu'on prend tout et on l'affiche. Et en vol, quand on prend l'application SafeSky, il suffit de cliquer sur décoller. Et alors, on a en fait une vue radar. Et cette vue radar, on peut zoomer dessus. Et quand il y a une alerte, en fait, elle nous indique le trafic. Ici, j'ai donc un trafic qui est derrière moi. J'ai une coupe ici transversale en 2D qui me montre que le trafic est au-dessus. Bon, là, c'est sûrement un petit peu biaisé parce qu'il y a pas mal en fait de trafic qui sont au sol et de choses comme ça. Mais donc, l'idée, c'est d'avoir en fait une alerte visuelle et en une fraction de seconde, on sait qu'on a un avion ou un appareil en tout cas, qui est derrière nous, au-dessus. On oublie SafeSky, on vole VFR, on fait attention et on essaie de spotter éventuellement le trafic s'il représente vraiment un danger. C'est aussi simple que ça. Est-ce que sur la partie SafeSky, présentée comme ça, est-ce que vous avez des questions déjà? On va faire ça en mode interactif vu que vous n'êtes pas nombreux. Il suffit de se connecter et ça y est, on a les informations. Même si on est aux États-Unis, par exemple, ça marche. OK, merci. Oui, tout à fait. Tout ce que je vous ai montré là, l'application est gratuite. Et donc, il suffit juste de la télécharger pour Apple, pour Android, sur son téléphone ou sa tablette. On crée le compte et on fait décoller, on est visible des autres et on voit tout le reste du trafic. Oui, alors, OK. Quoi? Bouton MyDay. Le bouton Mayday, oui. Oui, Pour les alertes. c'est ça. Donc, en fait, on a un partenariat avec les 27 États membres, avec les services donc, de Search and Rescue. Et donc, en France, par exemple, c'est avec le RCC de Lyon. Et en fait, quand on est en vol, on a en fait possibilité, on a un bouton Mayday qui se trouve au-dessus. Et si on doit déclarer une situation d'urgence, il suffit en fait de cliquer dessus. Et en fait, ce qui va se passer, donc je ne vais pas aller au bout de l'alerte, sur ce bouton Mayday, il y a en fait un message qui va partir à des personnes de contact que l'on a choisies, plus une copie au RCC de Lyon. Et donc, dans cette copie, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, SafeSky va se mettre dans un mode où on ne peut plus le modifier et il va envoyer notre position et il va déclarer une situation d'alerte. Il y a une personne de contact, par exemple un copain, un instructeur, qui lui va en fait modérer en fait l'alerte pour éviter les fausses alertes. Et dans le message que le copain va recevoir, il y a le numéro de téléphone du RCC et il aura été préalablement renseigné de la procédure et le fait que c'est un contact d'urgence. Et lui, on va lui demander de téléphoner au RCC. Le RCC a aussi une copie, mais ils vont prendre une décision que s'ils ont une confirmation de la personne de confiance qui a reçu le message. Et là, à ce moment-là, mettons qu'on a une panne moteur et qu'on a été se casser la figure quelque part, eh bien, grâce à SafeSky, il va rester en mode actif permanente et on va accélérer les recherches parce qu'on aura la géolocalisation précise grâce au téléphone et à SafeSky. Donc ça, c'est la fonction Mayday. Alors aujourd'hui, elle n'a jamais été utilisée pour résoudre un incident. Par contre, on a plusieurs scénarios en Islande, en Espagne et ici à Blois l'année dernière, dans lequel en fait des avions ont été déclarés disparus. Les pilotes n'ont pas déclenché le Mayday, mais le fait qu'ils étaient sur SafeSky, on a pu aider la gendarmerie en fait à géolocaliser le trafic de façon précise et gagner du temps. SafeSky aujourd'hui, nous sommes une communauté de 53 000 pilotes en Europe. L'application est 53 000. 53 000. L'application donc est utilisée par toutes les classes d'aviation et en plus en fait de SafeSky et des trafics radio dont je vous parlais. Elle avait été testée par des pilotes de F-16, je crois, non? Par des pilotes militaires. Par des pilotes militaires. Oui, tout à fait. Et donc en fait, en plus de tous ces trafics, SafeSky est également intégré en natif dans plusieurs logiciels, des logiciels de navigation comme EasyVFR ou Air Navigation Pro. C'est également intégré en fait dans des applications de paramoteurs comme Gaggle, XC-Track, The Flight Vario. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ces applications si vous n'êtes pas dans le monde du paramoteur, mais les paramoteurs utilisent en fait ces applications pour avoir un variomètre, leur vitesse, leur altitude et ce genre de choses. Eh bien, en étant intégré dedans,
On n'a pas eu besoin de les convaincre d'utiliser SafeSky, c'est-à-dire une autre application dans laquelle il fallait appuyer sur décoller. C'est directement intégré en natif et du coup, on les voit. Par exemple, avec l'application Air Navigation Pro, qui est un logiciel beaucoup utilisé en fait en Europe. Il y a 26 000 pilotes qui utilisent AirNav Pro. Donc, d'un seul coup, la communauté des 26 000 pilotes d'AirNav se retrouve visible sur SafeSky. Alors, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer une intégration avec, par exemple, SkyDemon, qui est populaire. Donc, dans SafeSky, on peut choisir un logiciel de navigation et on est compatible avec toute une liste. Je choisis ici SkyDemon. Je vais faire décoller avec SkyDemon. Je vais utiliser ma tablette pour le mettre, par exemple, en partage d'écran. Je vais décoller avec SkyDemon. Et donc, du coup, à droite, j'ai SafeSky avec un radar de proximité. Et à gauche, j'ai mon logiciel de navigation préféré avec les reports de trafic directement sur le logiciel de navigation. Du coup, j'ai le meilleur des deux mondes parce que le radar me donne des alertes de trafic à 60 secondes, 30 secondes et 12 secondes. Donc, il faut réagir immédiatement. Et le fait d'avoir le report sur son logiciel de nav, ça me permet en fait de voir des trafics qui sont peut-être à 10 minutes de moi. Et peut-être que j'ai en fait 10 planeurs qui sont en train de tournoyer 10 minutes devant moi. Ils ne représentent pas un danger à ce stade du vol, mais ayant la connaissance qu'ils sont là, je vais certainement faire une diversion pour ne pas me mettre dans le nid de guêpe. Donc, dans ce type de mode, c'est assez intéressant. Et donc, dans les versions de SafeSky, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent est gratuit. Et lorsqu'on veut se connecter à un logiciel de navigation, c'est un abonnement annuel de 34 €. Et avec ça, on voit en fait la majorité des trafics. SafeSky ne voit pas tout, mais ça reste la principale source d'informations de trafic en Europe. On voit beaucoup plus que les SIV. Et la connexion avec les logiciels de navigation, Tristan, donc ça fonctionne comment quand on prend l'abonnement premium? On a son logiciel et c'est intégré dans le... Donc, c'est tout simplement une configuration dans les menus. Dans le menu, d'accord? Au niveau donc logiciel de navigation, Ouais. on active le partage de trafic et on choisit son logiciel dans la liste. On est compatible D'accord, on avec choisit son logiciel, d'accord. SDVFR, Ah, c'est super. Fortnite et toutes ces choses-là directement. Donc, on parle donc de trafic radio, de trafic collaboratif entre nous pilotes. Donc, nous, on a une solution pour être vu des autres pilotes et voir tous les autres pilotes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Parce qu'après tout, des collisions en vol, c'est pas la chose qu'on entend le plus souvent. Hein, on entend parler de panne moteur, on entend parler de défaillance mécanique ou de choses comme ça. Mais pourtant, la réalité, c'est que on a fait des statistiques avec SafeSky depuis 3 ans. Et voici par exemple une carte de France. Alors sur fond noir, c'est peut-être pas idéal, mais c'est en fait des trafics que l'on a croisés qui se sont en fait rapprochés à moins de 100 pieds verticales et 500 pieds horizontales. Et tous les points en fait que l'on voit, c'est donc les trafics depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a certaines zones, comme par exemple celle qui part quasiment de Biarritz et qui remonte. On a peut-être des trafics un peu biaisés ici parce que ça peut être des gars qui volent en formation. Donc, ce n'était pas un risque de collision, ils étaient ensemble. Par contre, tous les points qui sont complètement isolés, ce sont des ermisses. Et alors, j'en ai spoté un ici, dans l'Est de la France. Donc là, c'est super intéressant. C'était il y a quelques semaines, le 19 août à 7h36 du matin. Donc, tôt, risque de collision, un avion et un pendulaire. Ça, c'était leur cap. L'avion était à 1883 pieds et le pendulaire était à 1742 pieds. Donc, ils avaient 141 pieds d'écart. C'était tôt le matin. Le soleil était ici. Le pendulaire était en dessous de l'avion. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'avion est arrivé. Il n'a pas vu le pendulaire. Il avait le soleil de face. Il est arrivé. Il lui a rasé la casquette. C'est un Hermis. En théorie, ce genre de situation nécessite une déclaration qui s'appelle un AirProx, que nous, dans le monde de l'ULM, et pas plus dans le monde de l'aviation générale, faisons. Personne ne fait ça. Et pourtant, ça devrait. Parce que le but, c'est d'essayer d'apprendre les circonstances qui ont conduit à ça pour essayer d'avoir des recommandations pour que ça n'arrive plus. Eh bien, si ces deux trafics avaient potentiellement utilisé SafeSky, peut-être que cet Hermis ne serait pas arrivé. Ou s'ils avaient un système électronique à bord, l'un des deux et l'autre SafeSky pour le voir, eh bien, ça ne serait peut-être pas arrivé. Et ça, ce sont des centaines en fait d'Hermis qui sont arrivés en France depuis le début de l'année. Au niveau de l'Europe, c'est plusieurs milliers. Et cette connaissance, ni les EASA, ni la DGAC en a une trace en fait. Donc,
Donc voilà, vous avez peut-être vous-même des scénarios où vous êtes passé très près d'un avion. Est-ce que quelqu'un a une petite anecdote où on est passé près de quelqu'un? Bon, bah, tant mieux. Je vous le souhaite que ça n'arrive pas. Eh bien, en fait, ce qui risque peut-être de se passer, ou peut-être que ce qui s'est passé, c'est que vous vous en êtes même pas aperçu. Parce que là, ici, l'Hermis qui est là, il est fort probable que l'avion, lui, pour peu qu'il ait une aile basse, il s'est même pas aperçu qu'il y avait un pendulaire en bas, hein. Et peut-être que le pendulaire, avec son aile haute, il s'est pas aperçu qu'il y a un machin qui lui a rasé la casquette, hein. Donc, la plupart, en fait, de ces situations, souvent, sont même pas perçues par les pilotes. Donc, bon, Oui, monsieur, je vous passe le micro. Je pense qu'ils peuvent pas s'en apercevoir, sinon ils auraient évité. Ils auraient monté ou ouais. l'avion il aurait monté, ou alors il est con. Ouais, ouais. Excusez-moi. Mais bon. Ouais. Ah, ceci dit, hein, On a le temps de réagir. exactement. Sur le manche quand c'est comme ça. Oui, mais il faut. Ouais. Oui, bien sûr. Il y a dans les statistiques en fait du rapport de l'EASA, il y a, je crois en moyenne, il faut 12 secondes et demie Ouais. pour réagir en fait à un impact. Alors dans l'ordre, je le dis de C'est mémoire, énorme. je crois. Non, il n'y avait pas d'impact, mais en tout cas pour avoir la réaction. Je crois qu'il faut 1/10 de seconde à l'œil pour commencer à avoir un point. Je pense qu'il faut 1 à 2 secondes pour ce point considérer que c'est un trafic. Je pense qu'on rajoute 4 secondes pour avoir la conscience qu'il va être convergent et qu'il va représenter un danger. De mémoire, je pense qu'il faut encore 4 secondes pour prendre une décision. Je vais à droite, je vais à gauche, je monte, je descends. Ensuite, il y a la réaction musculaire, la latence de l'appareil. Et statistiquement, il faut 12 secondes et demie pour arriver en fait à faire cet évitement. Donc, ce n'est pas juste instinctif, je coupe les gaz et je plonge, ça n'arrive pas en fait comme ça. Et alors, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, notamment avec les ULM 3 axes ultra rapides, quand on a un VL3 qui croise à 120 nœuds et un MCR qui va être à 100 nœuds et qui sont en trajectoire convergente, on est à 400-500 km/h en face, on n'a pas 12 secondes pour pouvoir réagir. Donc, l'idée, c'est d'avoir une conscientisation de ce qui est devant nous à 30 secondes, à 1 minute, à 3 minutes, ça peut que aider. Alors, c'est pour ça qu'on a les services SIV, c'est pour ça qu'on a ce genre de choses. Mais donc, l'idée avec SafeSky, c'est de se dire, bon, si on peut renforcer en fait la conscientisation avec ce type de système, et en plus de le faire gratuit pour que le maximum de personnes puissent l'utiliser, c'est comme ça qu'on peut aider à améliorer, en tout cas, de limiter le type d'erreurs qu'il peut y avoir. Ouais. Exactement. Ouais. Non, c'est ça. Et puis, il faut aussi remarquer, le SIV ne voit pas tout. Le SIV, il ne voit pas les paramoteurs, il ne voit pas les pendulaires. En dessous de 1000-1500 pieds, leur radar secondaire ne voyait rien. Et en montagne, vu le relief, ils ne voient strictement rien non plus. Ouais. Ben non, on ne peut même pas choper Marseille Information à la radio. Donc, les radars secondaires, ils ne passent pas non plus. Donc, c'est ça un petit peu le paradoxe et la difficulté, c'est qu'il existe des technologies, mais finalement, ce n'est pas parce qu'on est en l'air et qu'on est avec un SIV qu'on est en sécurité. Question, monsieur. Est-ce qu'il y a un historique de vol avec départ, arrivée ouais. Oui, dans SafeSky, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires. En effet, il y a un flight recorder et on peut retrouver ses vols et on peut en fait voir les différents points dans lesquels il y a eu en fait des alertes. Donc, ça peut peut-être aider aussi à essayer de comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans ce type de scénario. On a le replay de son vol. Oui, tout à fait. Donc, alors l'idée de cette présentation, c'était de parler un peu plus en fait des aérodromes. Donc, pour rappel, on disait tout à l'heure, il y avait 3 circonstances pour des risques de collision, moins de 2000 pieds AGL, survol de sites touristiques et en approche d'aérodrome. Et là, c'est vraiment dans ces circonstances-là où il y a statistiquement le plus de risques et le plus d'accidents. Et alors donc, on parlait justement de visibilité. Si tout le monde utilisait SafeSky, ça serait génial parce que le GSM marche très très bien à 1000 pieds sol en circuit d'aérodrome, mais tout le monde n'utilise pas SafeSky. Donc, les gens peuvent être équipés donc d'un transpondeur, d'un ADSB, d'un modeste, d'un FLARM, mais ça ne parle pas la même langue. Et donc, en fait, ce que nous, on utilise pour récupérer tous les signaux radio pour ceux qui n'utilisent pas SafeSky, eh bien, en fait, ce sont des stations au sol qui sont installées et maintenues en général par des pilotes eux-mêmes, soit dans leur club, soit à la maison. Et la distribution en fait, de ces stations fait qu'on arrive à avoir une bonne couverture en France. Mais cette couverture,
elle a ses limites aussi, comme les radars secondaires, parce que si elle est installée à 30 km de l'aérodrome où vous volez, eh bien, la portée optique, en fait, radio en dessous de 1000 pieds va être très dégradée. Donc, ce qui fait que quand on va arriver dans les circonstances les plus dangereuses, en approche d'aérodrome et en circuit, il est fort probable que, en fait, les signaux radio de ceux qui n'utilisent pas SafeSky ne soient pas perçus. Et donc, du coup, on a un faux sentiment de sécurité parce qu'on ne les voit pas sur SafeSky, alors qu'ils sont quand même présents en circuit d'aérodrome. Donc, l'idée, c'est d'encourager les clubs, les aérodromes, par des actions au travers de la FF Plume, de la DGAC et différentes organisations, à démocratiser l'installation de ces stations au sol. Donc, en fait, ces stations au sol, elles viennent à l'origine du système Flight Radar 24, que vous devez connaître de nom, c'est assez médiatisé. Et en fait, ce sont des petits boîtiers qui, à l'origine, on fabrique soi-même. C'est basé sur un petit Raspberry Pi. Ça coûte une centaine d'euros à fabriquer. Et c'est comme ça que c'est démocratisé, en fait, ces stations en France à l'origine. Il y a d'autres réseaux, en fait, qui se sont montés après. ADSB Hub, ADSB Exchange, FlightAware, Open Glider Network, et puis SafeSky. Et nous, en fait, on est compatible avec tous ces réseaux. Donc, on agrège toutes les données, en fait, de ces réseaux sans distinction préférentielle. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, avec les données de Flight Radar, on voit que de la DSB, donc moins de 10% du trafic. Avec ADSB Hub, que de la DSB. ADSB Exchange, on voit le MODES. En fait, seul Open Glider Network permet de capturer, en fait, tous les signaux radio, quelle que soit leur forme, et également SafeSky. Et donc, en fait, on fait la promotion aujourd'hui d'un boîtier. Ce n'est pas nous qui le produisons, mais on a fait beaucoup de recherches, en fait, pour trouver le bon boîtier. C'est un boîtier électronique qui s'installe donc sur un hangar ou en tout cas sur l'aérodrome, qui est composé d'une antenne et d'une petite station, qui est commercialisé 500 € par Avionics, c'est la société qui le produit. Et ce boîtier est composé en fait de 2 antennes. La première antenne, c'est pour recevoir la DSB, et la deuxième antenne, c'est pour recevoir tous les autres types de trafic. Et c'est vraiment ultra simple à installer. On branche à l'électricité, on la connecte au Wi-Fi et on met le mât en hauteur, et c'est tout. Et grâce à ça, eh bien, en fait, on reçoit la DSB, le MODES, le FLARM, le PilotAware des Anglais, le FANET, la DSL et le Remote ID, qui est en fait le protocole qui est utilisé par les drones récréatifs. Donc, et il y en a du drone, il y en a des oiseaux qui viennent faire du shooting près des pistes. Hein. Et vous, quand vous êtes en finale, vous n'avez peut-être pas envie d'en croiser un. Alors aujourd'hui, on commence à les voir pour peu qu'une station comme celle-ci est installée sur l'aérodrome, parce que la portée est limitée, elle est limitée à 2 km pour les drones. Par contre, pour les autres protocoles, on a une portée suivant la topologie du terrain qui va être, si c'est en plaine, on va parler de 60 km, si c'est en montagne, on va parler de 30 km. Et donc, ce type de boîtier, on en a installé un ici au Mondial de l'ULM. Donc, quand on est arrivé jeudi sous la Drache, sur le stand SafeSky, on a chopé un mât. L'antenne, c'est la partie blanche, donc elle est assez discrète. On l'a monté sur notre stand, le plus haut qu'on pouvait. On a branché le boîtier, on l'a connecté au Wi-Fi du Mondial. Et on a installé en fait à la tour nord un écran avec SafeSky. Et on a installé un écran à la tour sud pour les arrivées des ULM. Et là, c'est dommage, Eric, qui est le directeur des vols, donc voulait venir témoigner, mais il a dû retourner en fait parce qu'il y a les démonstrations. Et donc, je tiens de lui et je parle en son nom, c'est l'autorisation qu'il nous a donnée. Il nous a dit que pour le mondial de l'ULM, 600 appareils étaient prévus à l'atterrissage et au départ. Bon, avec les météos, il y en a sûrement moins. Tous ont reçu la consigne d'utiliser SafeSky et ont reçu un code pour avoir le premium et l'utiliser en complet. Et donc, il nous a dit que pour leurs opérations d'AFIS, c'était un outil qui était essentiel parce que, en tout cas, extrêmement complémentaire, voire essentiel, parce que ça leur donne une visibilité sur les trafics avant même qu'il y ait un contact radio. Donc, quand au point novembre, il y a une dizaine d'appareils qui convergent et qui ne se sont pas encore alignés, ils peuvent préparer leur strip, ils peuvent déjà s'organiser, ils ne sont pas d'un seul coup surpris à avoir 10 gars qui les contactent en même temps et de devoir tout gérer directement. Ensuite, ils nous ont signalé des scénarios dans lesquels, grâce à SafeSky, ils voyaient des appareils qui se signalaient au point novembre ou au point Sierra, mais qui étaient encore à 2 minutes de ça. Donc, ça veut dire que dans la mentalisation de l'opérateur AFIS, eh bien, il pouvait au moins confirmer plus précisément ce que dit le pilote quand il arrive.
Et tout un tas de scénarios que j'ai entendus, il y a en fait des décollages simultanés entre la piste en dur et la piste en herbe. Et donc, normalement, ils ont consigne en fait jusqu'à la fin de la ZRT de voler en fait dans l'axe de la piste. Eh bien, il y a des appareils non qui ont coupé des choses comme ça. Donc, ils ont pu en fait prendre en compte ce genre de choses et donner des informations en vol pour à l'autre pilote, par exemple, pour faire ça. Donc, Eric n'a pas pu venir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la deuxième année où on fait ça au mondial de l'ULM. Et c'est vraiment un outil en fait qui vient assister l'opérateur AFIS pour. En fait, ils ont un radar, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais pour que ça marche bien, s'il n'y avait que SafeSky, eh bien, ils ne verraient pas les appareils qui n'utilisent pas SafeSky. Donc, tous ces appareils qui seront en ADSB, en flamme et autres, ils ne les verraient pas. D'où l'intérêt en fait d'installer ces stations au sol pour pouvoir compléter ça. La station au sol, elle coûte combien à peu près? La station, elle coûte 500 €. Donc, ce n'est pas un énorme investissement pour un aérodrome. Peut-être un petit club un peu plus. Tout compris. Antenne, c'est vraiment quelque chose qui est plug and play. On la reçoit, on l'installe, on la branche sur le Wi-Fi et c'est terminé. D'autres questions? Non, merci. Pardon, j'avais compris. Et aujourd'hui, donc nous, on a acheté à nos propres frais en fait une quinzaine d'antennes que l'on a disséminées. On en a une à Gap, une à Reims, en cours d'installation à Valenciennes, au Touquet. On en a une à Verchoc, on en a une à Perpignan. Et alors, donc je peux parler de Gap parce que j'ai une maison en fait sur le lac de Serpenson. Et quand je vais à Gap, c'était ultra frustrant d'arriver avec SafeSky et de voir tout le trafic. Et dès qu'on passait, il y a un point éco-unité qui se trouve derrière une montagne. Et là, il n'y a plus rien qui passe et on voit plus rien. Donc en altitude de circuit, rien. Et alors Gap, c'est l'anarchie. Pardon? Oui, il y a un AFIS. Oui, il y a un AFIS. Mais ça change rien. En fait, c'est un AFIS, mais les gars, ils font quand même ce qu'ils veulent. Il y a un Pilatus qui lance les parachutes. Lui, il a l'habitude toujours en fait d'atterrir par l'ouest. Et quand on a la piste est qui est ouverte, on est en contre-QFU. Ça ne le dérange pas. C'est comme ça. C'est accepté. Les planeurs, normalement, ils ont un circuit planeur, et ça les emmerde. Donc, je ne veux pas critiquer, hein, ce n'est pas mon rôle, mais j'ai constaté une différence entre ceux qui sont basés à Gap et ceux qui viennent en voyage à Gap. Alors moi, j'habite Bruxelles. Quand je descends en fait jusqu'à Gap, je respecte les points, mon circuit, etc. Mais les planeurs qui sont installés, eux, ils font des semi-directs, ils passent au-dessus de la montagne, ils arrivent comme ça. Et moi, j'arrive pour faire ma base, ouais, en longeant la montagne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais le circuit, comme je vois que tu connais, qui passe par éco-unité. Ah bah voilà, ok. Ben, quand on passe par éco-unité, en fait, on contourne une petite montagne. Eh bien, une partie des planeurs passe au-dessus en fait de la montagne, ils passent pas par éco-unité et ils se mettent en fait en semi-direct, en semi-direct. Et toi, tu arrives par ton étape de base et là, tu dis merde. Et là, ben, SafeSky marche pas. S'il y a pas de avant qu'il y ait une station au sol, on les voyait pas. Eh ben aujourd'hui, on les voit. On a installé la station mi-juillet. Elle est opérationnelle depuis 1 mois et demi et on voit tout. Et maintenant, même au taxi, on voit les appareils qui circulent, on les voit. Donc, voilà, c'est un gage de sécurité. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? C'est passionnant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il y avait des personnes qui connaissaient déjà SafeSky, hein, l'utilisent déjà. Hein. Profitez-en. Est-ce qu'on pourra imaginer qu'un particulier installe la station histoire d'aider Sur une base ULM, par exemple, quelqu'un qui a une piste privée ou... Oui, bien sûr. Alors maintenant, il y a plusieurs options. Donc la réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être que 95%, 95% des stations qui sont installées sont en général installées par des particuliers qui ont eux-mêmes acheté le matériel pour le faire. Et la difficulté, c'est que en général, ça part d'une bonne motivation. Et puis, ils vont l'installer et ils vont pas la maintenir. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, elle va tomber en panne. À Gap, justement, il y avait 2 stations dans les 5 dernières années qui étaient en place et elles sont tombées en désuétude. L'avantage de mettre une station comme Avionics, qui est commerciale, qui coûte 500 €, c'est qu'en fait, cette station, elle est mise à jour automatiquement. À chaque fois qu'il y a des mises à jour, le système se met. Et si elle est en panne, il y a des alertes qui sont envoyées, des choses comme ça. On est dans un environnement qui vient faire que c'est un peu plus pro. Alors, c'est un budget pour un particulier, peut-être 500 €. Par contre, vous tous qui volez, en parlez à votre club ou au gérant d'aérodrome
pour faire financer en fait cette station qui finalement pour eux en tant qu'opérateurs n'est pas chère, ça c'est plus efficace. Et je pense que ça, c'est la bonne manière. Et là, donc, on travaille avec la FF Plume, on travaille avec la DGAC et différentes organisations pour essayer de faire la promotion, mais dans un format parapluie. Moi, je peux être là à vous en parler, mais ça va pas être efficace parce que dans la finalité, il y en aura pas 60 qui vont être installés en 2024. Donc, il faut qu'on trouve les moyens, il faut qu'on démocratise ça. Et ça passe, à mon sens, par deux choses. Un, de plus en plus de gens, je vous encourage à utiliser SafeSky. C'est pour votre sécurité et celle des autres. La version gratuite est complète et sans publicité. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Et de deux, eh bien, si on peut améliorer les aérodromes, puisque c'est véritablement la zone qui est la plus dangereuse statistiquement, eh bien alors, parlons autour de nous et trouvons individuellement, comme on est pilote, soyons acteurs d'améliorer en fait cette sécurité. Installer les aérodromes. Ça pourrait faire un bon réseau en France, on va dire. Et oui, ça vient contribuer à l'amélioration du réseau. Ouais, et pas que au niveau de l'aérodrome, vu la portée en fait des antennes. Je crois que ça se fait en parallèle. Et puis démocratiser SafeSky. Alors, je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais le truc, c'est que pour la première fois, en tant que pilote, on peut être, nous, acteurs de notre sécurité. Mais c'est comme l'écologie. Si je suis tout seul à faire le tri sélectif, ça sert à rien. Mais si on a un acte citoyen et global, ça peut aider. Donc, pourquoi s'en passer? Parce que si on attend des institutions de trouver une solution, dans 30 ans, on a la même discussion et on regardera les statistiques et se dire, oh, bah, c'est quand même dommage que. Bon. Moi, j'ai une question, Tristan. Tu l'as peut-être mentionné, mais est-ce qu'on peut détecter les drones? Oui, alors il y a deux sources pour détecter les drones. Il y a donc cette antenne, si elle est mise notamment sur un aérodrome, c'est forcément bien utile. Mais on est également en fait en partenariat avec plusieurs opérateurs de drones. Alors malheureusement pas en France encore aujourd'hui, mais ça va venir. Mais en Norvège, on travaille avec Aviant, qui fait en fait de la livraison par drone dans le nord de la Norvège. Donc on voit tout leur trafic. En Suède, on travaille avec Naviation, qui en fait nous fournit du trafic de drones qui sert pour la maintenance de lignes de chemin de fer, d'éoliennes et ce genre de choses. En Allemagne, on travaille avec Dronic. Donc, on a de plus en plus de sources qui viennent s'intégrer parce que en fait, ça permet aux opérateurs de drones deux choses. Un, ça leur permet à eux, quand ils font leur mission, de voir les trafics qui sont autour d'eux. Donc, en tant qu'opérateur, ça les aide. Et de conscientiser, nous, en tant que pilotes, qu'il y a des trafics de drones, bah, nous aussi, on va faire des manœuvres de sécurité pour les éviter. Alors maintenant, en général, c'est des drones qui volent à moins de 500 pieds parce que ce type de trafic sont des drones qui ont demandé des autorisations et qui volent dans un milieu professionnel. Mais quand même, quand on prend des paramoteurs, des pendulaires, bah, ils volent un petit peu, ils volent plus bas forcément. Et donc, c'est quand même vachement important. Par contre, pour les stations au sol et le protocole de Remote ID, là, on voit les drones récréatifs. Donc là, le gars qui a été à Carrefour acheter donc un Parrot, eh bien lui, on va le voir. Les DJI, qui sont les drones les plus répandus, je pense que c'est au moins 80% du marché dans le récréatif, ils utilisent malheureusement un protocole qui est propriétaire et fermé et ils ne sont pas visibles aujourd'hui par ces stations au sol. Mais l'EASA est en train de légiférer et va imposer l'année prochaine l'obligation en Europe d'utiliser le protocole européen Remote ID. Ça veut dire que même DJI, pour continuer à vendre ses drones, va devoir faire en fait un rétrofit dans son logiciel pour rendre en fait compatible leur position de drone. Et à ce moment-là, ces stations au sol pourront les voir. Et donc, potentiellement, au moins, je dirais, 80% des drones récréatifs vont apparaître sur ces stations et donc sur SafeSky. Oui, merci pour votre application déjà. Merci. Ça a peut-être déjà été posé. Je voudrais savoir si vous savez à quel moment SafeSky va pouvoir être couplé avec SDVFR iOS. C'est une excellente question et j'ai une magnifique réponse. Ça aurait dû être prêt pour Blois. Donc, j'ai reçu encore un message ce matin de Laurent Jardillier, qui est le développeur de SDVFR. Il avait prévu d'être prêt, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est en bêta testing, donc je pense que c'est quelques semaines. Et ils attendent quand même la version Next. Alors, est-ce qu'ils n'attendent pas tout ça? Non, ils n'attendent pas la version Next parce que la version Next prend du retard. Donc, ça va être intégré dans la version actuelle. Et ça va même aller plus loin. C'est qu'en fait, l'intégration qui a été faite et pour Android et pour iOS est native. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de lancer SafeSky sur le côté. Quand vous allez lancer SDVFR, le trafic apparaît directement sans rien faire. C'est pour, allez, là, dans les semaines qui viennent.